Salut Cindy! Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Et bienvenue à l'épisode qui aborde les frissons en littérature. Et j'ai envie de commencer en te demandant, est-ce que c'est une tradition ou quoi? Sur le podcast. J'ai envie de dire oui avec mon petit cœur en Gen Z. Merci, j'adore cette thématique. On a fait l'an passé un concept similaire qui est autant d'actualité, honnêtement. Je vais vous le mettre en petite vignette sur le côté, si jamais vous voulez aller voir. Donc cette année, on vous repropose le concept, mais on l'a revisité d'une manière différente. L'an passé, on s'est concentré en fait sur ce qui nous donnait des frissons dans le livre directement. Ouais. Donc que ce soit des enfants étranges, on a parlé aussi de Stalker. Encore aujourd'hui, mon grand frisson. C'est vrai. Oui. Et cette année, on refait un concept similaire, mais on va se concentrer en fait sur des scènes, des paysages, des objets qui nous donnent des frissons et on va venir y associer des recommandations. J'ai tellement hâte qu'on se lance. J'espère que vous allez apprécier parce qu'on le sait que le premier épisode qu'on avait fait avait été grandement comme écouté et aimé. Oui. Fait que là, on espère revenir avec des suggestions qui vous donneront soit une petite ou une grande frousse. Exactement. Et moi, je t'avoue que je suis très contente parce que j'ai beaucoup de coups de cœur à vous partager aujourd'hui. Oh non, mais on est prête là! Genre mes meilleures lectures des derniers mois. Pardon, madame. Juste ça. Aucune pression ici. Non. Parfait. Mais commençons en force. Veux-tu nous présenter un premier scénario frissonnant? Est-ce que tu veux qu'on y aille en ordre ou... Surprends-moi. Ok. On va commencer avec un classique, en douceur, très terrifiant, mais on sort pas des sentiers battus ici. C'est correct, hein? Une formule gagnante. Exactement. Avec le paysage effrayant. Donc ça, on s'est imaginé une bonne nuit d'octobre, une soirée plutôt. On marche dans la rue, il y a beaucoup de brume, on voit pas très très loin en avant de nous. Non, Elle nous mime la scène. J'ai des grands talents d'actrice, quoi. Continue, vas-y. La chaussée est mouillée et il y a un seul lampadaire qui se met à clignoter. La grande frousse. Oui. Est-ce qu'il va s'éteindre bientôt ou ce n'était qu'une peur? Mais un cœur qui s'arrête de battre. Tellement! Ah non, pour vrai, là, ça, c'est le pire scénario. Tu sais, quand tu marches tout seul, à la limite, t'as comme l'impression qu'il y a un petit bruit de feuillage en arrière, mais tu sais pas... Un petit bruissement? C'était-tu un animal ou quelqu'un caché dans le buisson? Regarde! La grande frousse! Oui! Tu voulais-tu nous proposer quelque chose? Vas-y. Oui, je peux débuter. En fait, je pense que c'est une de mes meilleures découvertes de l'été. Parce que oui, je me suis fait la frousse en plein été. Mais c'est parfait, hein? Il n'y a pas de bons moments. Oui. Tous les moments sont bons, quoi. Et c'est un livre, en fait, qui marine dans ma pile à lire depuis des années et je me tape sur la main de ne pas l'avoir lu avant, bien honnêtement. C'est Une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard, publié chez Stankey. Oui, le titre me dit quelque chose. Ouais, ça fait un moment quand même. Oui. Ça fait un moment, je ne vais pas m'avancer sur la date, mais j'ai envie de dire 2019, là. Ben, j'ai à peu près ça en tête, ouais. Très longtemps, là, mais dans le monde de l'édition, il y a eu plusieurs parutions. Là, oui, quelques années. Oui. Donc, ce livre-là, c'est la découverte d'une histoire pour moi, mais c'est la découverte d'un auteur. Et c'est aussi mon entrée dans la dystopie en littérature québécoise. Ah non, mais incroyable, quoi! Oui! Et par dystopie, je veux parler en fait de post-apocalyptique. Mais c'est comme un roman un peu loufoque aussi. Et c'est ce mix de ces deux choses-là ensemble qui fait que l'expérience a vraiment été unique. Je sais que toi, tu décrirais ce roman-là comme étant une bébite. Tu dis souvent ce mot-là quand tu veux parler un peu de quelque chose qui sort du lot. Moi, je l'appellerais le roman alien. Mais c'est tellement dans le bon sens. Je trouve que c'est ça qui fait son charme, en fait. Ah, mais ça, on aime ça, ces descriptions-là. En fait, Stankey, je trouve que c'est souvent ça. Ouais. La petite bébite romalienne, comme tu dis, on le retrouve. C'est le fun, ça. Ouais, je trouve que c'est le genre de roman aussi, si vous décidez de vous lancer, laissez-vous le temps que le roman vous apprivoise. Parce qu'au début, ça peut sembler un peu décousu, du genre on perce le 4e mur, le personnage nous parle directement. Quand ça se met en place, honnêtement, là, après ça, c'est juste un grand fou rire mêlé de larmes qui nous attend.
OK. C'est vraiment spécial. Ouais, tu m'interpelles, là, tu me hameçonnes. Oui. Puis là, en fait, c'est que moi, je le relie beaucoup à ce paysage effrayant-là et aux lampadaires qui clignotent. Parce que, imagine-toi que ce lampadaire-là clignote, s'éteint, mais ne se rallumera jamais. Parce que c'est la fin du monde et parce que l'électricité s'est coupée et qu'une espèce de couche de cendre s'est déposée sur le monde entier. On aime ça, hein? Ah ouais? Ouais. C'est une bonne vendeuse quand même. C'est un beau pitch de vente quand même. Tu m'aurais eu en tout cas. Et bon, je te parlais tantôt du côté un peu loufoque et un peu cynique, mais en fait, juste pour te donner le genre d'humour, moi c'est vraiment mon genre d'humour dans les livres, donc j'étais déjà vendue. Mais en fait, c'est qu'après cette fin du monde, c'est qu'après quelques jours, bon, les gens commencent à sortir de chez eux parce que, bon, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus d'eau. Mais notre personnage principal, lui, il est dans sa maison pendant des mois et il n'a pas besoin nécessairement de se confronter à ce qui se passe à l'extérieur. Et la seule raison derrière ça, c'est que lui, il a été au Costco avant la fin du monde. Je suis crampée. On aurait quasiment dû s'en douter. Oh, c'est bon. Fait que lui, c'est bon. il s'est comme, en fait, sauvé quelques mois de fin du monde juste parce que son congélateur, il était plein, là. Hey, ça, pour vrai, là, hein, la petite tape dans le dos envers toi-même, là, t'es là, mon lundi soir a été payant. C'est bon. Je vais vivre 3 mois plus longtemps que tout le monde. Intelligent, quoi. Oui. Mais ça, c'est un peu, je trouve, le clash d'une situation tellement légère avec une fin du monde, on va se le dire. J'aime ça, ce ton-là, un peu cynique, c'est un peu ironique aussi, j'ai envie de dire. Sarcastique sur les bords. Honnêtement, l'écriture, là, j'ai tout adoré. On aime ça, hein? C'est un ça gros me parle. oui. Puis, je dirais aussi, pour terminer, que ce roman-là, je le trouve audacieux. Parce que je trouve que des romans de dystopie là, classiques, on va toujours un peu aborder la survie, mais via la survie physique. Donc, bon, là, il faut que je trouve un abri, il faut que je me nourrisse, il faut que je m'abreuve, est-ce que je suis blessée, toutes ces choses-là. Mais là, on ne parle pas du tout de ça. On n'en aborde pas un brin, j'ai envie de dire. En fait, on se focus sur la fin du monde intérieur. Donc, ce qui est vécu au niveau de l'isolement, ce qui est vécu au niveau de la paranoïa, et j'ai même envie de dire du plus gros déni ever. Ah ouais? Ouais. Mais c'est quasiment... en tout cas, faudra voir la date de parution, mais tu sais, 2019, juste avant la pandémie, ça fait quand même écho avec l'isolement et un peu cette crise-là qu'on a connue. C'est vrai, hein? En tout cas, je dis n'importe quoi parce que j'ai aucune idée de la date de parution, là, mais comme... Ah, mais je suis pas mal certaine que c'est pré-Covid, là. Il y a quelque chose de sombre et effrayant quand même dans tout ça. Ouh, j'aime ça! Et peut-être que l'auteur s'est dit, mon Dieu, j'ai écrit ça juste avant la fin du monde. Il devait se donner une tape dans le dos lui aussi de genre, ouais, mission réussie. Exact. C'est bon, ok. Fait que c'est ça pour ma recommandation, mais honnêtement, là, ça sort tellement du lot. T'sais, si vous avez envie, en fait, d'une lecture unique, vous en retrouverez pas des comme ça, là. OK. C'est intéressant parce que je suis tellement allée à l'opposé. Ça, c'est le fun. On se complète. Oh, j'aime ça. OK, mais je pense que tu l'aimerais. Mais c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, la manière que tu me le vends, je veux dire, prenez ma carte de crédit, quoi. Je veux dire, prochain achat. De mon côté, j'y suis allée à l'extrême opposé. Où est-ce que moi, je me suis dit, un paysage effrayant, c'est censé être la base d'un bon roman, donc d'un bon film. Ou est-ce que pour moi, avoir cette espèce de paysage lugubre sur lequel il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup de mots, ou du moins d'un grand, on va dire d'une grande musique quelconque pour se sentir interpellé si les choses sont bien placées. Moi, j'y suis allée comme plus dans cette, on va dire, vision-là. Oui. Donc, le roman que je te propose, ou que je vous propose, s'appelle Octobre, de Søren Sverdrup, pardon. Ah oui, c'est chez Babel, ça? Il est chez Babel? Non, moi je l'ai lu chez Le Livre de Poche. Où j'ai lu un ou l'autre. Je pense que c'est Le Livre de Poche. Donc, c'est un roman scandinave. Pour moi, un grand classique est le roman scandinave si on veut y aller avec une bonne frousse ou du moins un roman qui est très noir dans lequel la société
vient avec ses enjeux, vient avec ses propres défis, ses propres noirceurs. Pour moi, ça me parle vraiment beaucoup. Et je trouve que pour une personne qui lit pas vraiment de thriller ou pas vraiment de roman qui donne la frousse, se laisser la chance avec Octobre, c'est de s'assurer en fait d'une formule gagnante, un peu comme finalement le paysage effrayant. Si jamais vous êtes fan de Netflix, je sais qu'ils en ont fait une version en télésérie il y a quelques années, je pense justement durant la pandémie ou juste après la pandémie. Je l'ai écouté, j'ai préféré la version en livre parce que la fin est un petit peu différente, mais au final, les deux se complètent vraiment bien. Là. Fait que si vous avez aimé la série, vous allez aimer le livre, et inversement, là, je vous le suggère. C'est un livre qui date un peu, j'imagine? Oui, date de 2015, 2005. Ok, quand même. Une vieille affaire, une bonne vieille affaire. Pour vrai, là, tu m'aurais dit, ça fait 20 ans, c'est encore un roman super efficace. Ce qui est intéressant avec ce livre-là, puis là, mais c'est là où est-ce que je m'en vais dans la formule gagnante en ce qui concerne le paysage, c'est que on a une formule très de base, c'est-à-dire nous avons des victimes, nous avons des enquêteurs qui doivent résoudre, en fait, les énigmes reliées à un meurtre sordide quelconque. Là où est-ce que ça se différencie, c'est que tout au long du livre, ben, le paysage, justement dans le roman, nous offre des détails importants. Puis ce que je veux dire par là, ce n'est pas un divulgateur premier, c'est même dit dans la 4e de couverture, c'est que le meurtrier, ou la meurtrière, peu importe, laisse sur son passage des petits bonhommes en macarons qui sont cachés un peu partout où est-ce que la scène de crime s'est produite. Et par petits macarons, on pourrait dire ici des petites noisettes, là, qui ont été raboutées avec des bâtons d'allumettes. Et sur... Juste ça, j'ai un frisson direct. Ah, c'est effrayant parce que ils sont camouflés là, dans le paysage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois qu'on fait, on va dire, l'analyse balistique et autres de cette scène-là ou de cet objet-là, bien, on se rend compte que les empreintes sont ceux d'une victime du passé. Et qui, évidemment, est un meurtre ou du moins un cas irrésolu. Qui s'est passé, évidemment, des années auparavant. Donc, cette espèce de, on va dire, de lien-là entre le passé et le présent fait en sorte que ça donne un certain rythme à l'histoire qui est vraiment intéressant, puis qui nous amène dans les tréfonds de l'être humain, où on a une enquêtrice qui essaie de résoudre des cas irrésolus du passé, et on a un enquêteur qui, lui, sait les crimes du présent, et les deux doivent mettre en commun, en fait, leur propre savoir-faire pour essayer de... on va dire, de partir à la chasse à l'homme, finalement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait dans la mesure où est-ce qu'on ne voit pas la fin nécessairement venir. Ça vient quand même avec de petites entourloupes. Mais demeure qu'on a une formule classique où est-ce que si tu aimes le genre de ce roman-là, ben c'est sûr qu'évidemment, Octobre devrait te plaire. Fait que c'est comme ce qui vient en fait là, guider mon choix littéraire pour ce roman-là. Ah, mais j'aime ça, t'en as pas trop dit, mais en même temps, juste le truc avec les noisettes, là, c'est super unique. Là. Ben, je peux pas trop en dire. Ben, c'est ça, mais c'est que ça vient avec des sujets quand même assez durs, mais très, très accessibles. Mais les frousses se passent vraiment dans le fait qu'on a l'impression d'être observé, qu'on a l'impression justement que ces petits bonhommes-là sont laissés pas par pur hasard. On est justement à Copenhague où est-ce que c'est très brumeux, c'est très humide, c'est rapidement très froid. Justement, il y a comme une espèce d'enquête qui se fait dans des orphelinats. C'est un peu étrange. Il y a des enquêtes qui se font dans des asiles. C'est un peu étrange. Tu sais, comme tout est là pour en faire comme un super de bon moment. Mais ça reste un thriller. Fait que je veux pas trop donner de détails parce que sinon, ben, tu sais, j'enlèverais une partie de plaisir. Mais voilà. Beaucoup d'éléments de frissons qui sont ici, là. Oui, vraiment. Mais tu sais, dans une formule classique où est-ce qu'on veut se donner une bonne frousse, ça remplit ce que c'est censé faire. Ah, j'aime ça. On a vraiment été dans des opposés, mais les deux fit vraiment avec le concept du paysage effrayant, je trouve. À leur manière, là. On tient quelque chose. Voilà! Est-ce que tu veux nous présenter la prochaine? Oui. Je peux y aller avec, ben, je pense, mon préféré. Vas-y, je te laisse. Les ou la, dépendamment de à quel point qu'on y croyant ou pas, les superstitions. Ah oui, ok. Moi, là, je suis fan. Je veux dire, je crois pas nécessairement à ça, mais je trouve qu'il y a rien de mieux que jouer sur ces éléments-là
un peu nébuleux pour se créer une bonne vieille frousse. Que ce soit, bon, évidemment, le miroir cassé qui nous donnerait 7 ans de malheur, que ce soit le fait de passer sous une échelle, le chat noir du vendredi 13. On dirait que tout ça, là, c'est tellement savoureux que comme... Oui. Moi, ça m'alimente, là. Moi, on dirait que ça alimentait aussi nos peurs d'adolescente. Je sais pas pour vraiment. toi, là, mais tu sais, le truc aussi avec Bloody Mary dans le miroir, là. J'ai tellement eu peur longtemps. Mais même encore aujourd'hui, je t'avouerais que moi, si mes lumières sont pas allumées, les chances que je me regarde dans un miroir... Quand il fait sombre, sont de moins 1000. Honnêtement, c'est impossible. Je me cache. Non, je peux pas. Ah, mais que tu te vois dans ta porte patio, ça, tu le contrôles pas. Une autre bonne fois. Mais oui, voilà. De mon côté, ça te va-tu si je commence? Oui, Donc, j'y suis allée vraiment, là, au sens propre du terme. C'est-à-dire que je vous propose en fait un roman qui est le premier d'une trilogie. Ça peut se lire dans l'ordre, dans le désordre, c'est pas nécessairement important, mais c'est qu'on vient quand même y retrouver une neuroscientifique qui vient à travailler sur plusieurs enquêtes. Fait que c'est comme bien on va dire de le faire en ordre, fait que c'est pour ça que je présente le premier. Mais honnêtement, vous pourriez vous garrocher sur l'un des trois sans difficulté, là. Donc, j'y vais avec Rituel de Ellison Cooper. Ça me dit rien. Non, hein? Moi, là, je suis allée avec là, des pépites sorties d'à peu près nulle part. Sur Goodreads, vous irez voir là, la page couverture, c'est comme un fond noir où est-ce qu'on a comme une espèce de cercle un peu bizarroïde. Puis, pour vrai, là, vous allez être servi si vous aimez en apprendre sur les superstitions ou encore sur les trucs de chaman ou encore sur les rituels, que ce soit lié à des sectes, que ce soit lié à des trucs sataniques. Bref, c'est vraiment, vraiment bon. Rituel, celui-là, de la manière que ça se compose, c'est qu'on y découvre un peu le personnage qui est récurrent là, à la trilogie, qui s'appelle Sire Altar. Je sais pas comment dire, mais Sire Altar, je vais y aller de même, qui est une neuroscientifique, donc qui s'interroge en fait sur la pensée des êtres humains, qui viennent à les pousser soit à développer des comportements malsains, qui viennent à développer certaines pathologies aussi. Et elle se spécialise avant tout dans tout ce qui a attrait aux superstitions. Donc, dans cette histoire en particulier, ben, on y suit en fait une femme qui a été découverte, assassinée, évidemment. Et on se rend compte en faisant une analyse de son corps et de la scène de crime qu'elle a soit été forcée ou du moins qu'elle aurait consommé certaines drogues hallucinatoires, donc des drogues hallucinogènes. Et tout cela dans le but d'accomplir ou de subir certains rituels qui vont assez loin pour essayer de déroger à certaines superstitions. Et le travail de l'enquêtrice, en fait, c'est d'établir le portrait de ce réseau-là pour essayer de savoir d'où est-ce que ça part et de quelle manière ça s'est envenu dans sa ville et essayer un peu de prévenir d'autres potentielles victimes. Fait que c'est vraiment intéressant si on aime en fait tout ce qui a trait à, ben oui, évidemment, là, les superstitions, mais tous ceux aussi qui aiment le rapport à la psychologie dans un thriller où est-ce que c'est pas nécessairement sanglant, c'est pas nécessairement glauque, mais c'est qu'on va très loin dans le comportement humain. Puis très loin dans le sens que si vous aimez justement savoir pourquoi qu'on en vient à commettre certains crimes, ben c'est le genre de roman qui nous offre cette possibilité-là. Fait que ça, mais c'est vraiment chouette. Puis je m'étais noté aussi que quand vous irez voir là, sur Goodreads, beaucoup le comparent au film Le Silence des Agneaux. Où est-ce qu'on a comme l'enquêtrice qui vient à comme établir certaines relations avec des individus pour comprendre les raisons qui motivent certains gestes, qui vient aussi... De fixation, oui, puis qui vient un peu avec le donnant-donnant, du genre, je vais répondre à ta question si tu me donnes telle chose. Donc, il y a cette espèce de rapport au pouvoir-là. Tout ça, évidemment, dans un contexte où est-ce qu'on a certaines superstitions qu'on veut venir démanteler ou du moins essayer de mieux comprendre. Mais il y a ce petit élément-là que je peux pas dire le contraire. Fait que j'essaie de vous hameçonner, comme vous pouvez voir. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un très très bon roman. C'est rien à tout casser où est-ce que tu vas te dire « Oh mon Dieu, mais ce livre-là a renversé tout le genre du roman policier, thriller et autres. »
mais demeure que c'est vraiment un excellent roman à lire en cette saison. Mais c'est toujours efficace aussi, un roman qui réutilise un peu les grandes lignes du genre. C'est divertissant aussi. Là. Mais là, est-ce que tu avais fini de le présenter? Ben oui, madame. Je fais complètement une aparté, mais ça me fait penser, Le silence des agneaux. Ouais. En ce moment, il y a le documentaire. Non, c'est pas un documentaire, excusez-moi, c'est la fiction Ed Gein sur Netflix. Je sais pas si tu te situes où avec ça? je sais pas. Je sais vraiment pas. Je suis tellement mitigée. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai écouté 2 épisodes sur 8. Puis? C'est spécial. Je m'attendais pas à faire une critique d'une série aujourd'hui. Non, mais là, je veux dire, le contexte s'y prête. Pourquoi spécial? Dans le sens que, ben, premièrement, c'est extrêmement dérangé, évidemment, là, on s'entend. Mais je trouve ça spécial dans la chronologie. OK. Parce que dans le fond, c'est le tueur en série qui a inspiré Silence des agneaux, le film Psycho aussi. Ah, ça je savais pas par exemple. Oui. OK. Et c'est tellement présent en fait dans la série, on fait vraiment des parallèles avec le réalisateur qui est Albert Hitchcock qui a fait Psycho, qui sont pratiquement dans la série. On voit beaucoup de parallèles. Ça, c'est super intéressant. Mais c'est vraiment unique. Mais honnêtement, là, je trouve que tous les opus de cette série-là, qui est Monstre, je trouve tellement que le jeu d'acteur est fou, là. Okay. Toi, t'as écouté rien là, de ces 3. Non, mais je suis vraiment une froussarde. On se rappelle, la gang, là, je veux dire, moi, si j'écoute ça... C'est une nuit blanche à entendre mon plafond craquer ou mes planchers craquer et je sais pas si je vais être capable de m'en remettre. Fait que... Ben, je te dirais qu'à la lumière de ce que tu me dis là, la saison 3 est peut-être pas pour toi. Mais s'il y a d'autres gens à la maison qui se reconnaissent dans ce qu'Audrey-Anne dit, écoutez la saison 2. Elle fait pas peur du tout, elle est vraiment psychologique. Okay. À la limite, c'est pas comique, là, pas du tout, là, mais c'est sur les frères Menendez qui ont tué leurs parents, en fait. Donc, on est vraiment dans un... Est-ce qu'ils ont dit vrai? Est-ce que c'est des mensonges? Est-ce qu'ils ont vraiment été abusés? Est-ce que c'était juste des enfants psychopathes? Fait qu'on sait jamais, finalement, si c'est la réalité ou un mensonge, mais tout est dans la subtilité. Puis honnêtement, là, moi je suis tombée dans un rabbit hole par rapport à ça. Là, mon aparté s'en vient vraiment grande. Là, mais on a le temps. Vas-y. Où est-ce que je me suis mis à regarder en fait des bouts de la série, par exemple pendant le procès, versus le procès qui a été filmé et qui est disponible sur YouTube. Et c'est ligne exacte. Réaction faciale exacte. Moi, ça me fait capoter. Ça me gang. Oui, ça me gang. Je l'avoue. Ouais, la saison 2, honnêtement, là, je pense que t'adorerais. Oui, c'est très psychologique. Fait que là, bon, ben c'est l'heure de partir. Je vais aller écouter tout ça. Je sais ce que tu fais ce soir. Mais pour vrai, c'est ça. Ça me parle, mais la saison 3, c'est elle avec Ed Gein, c'est ça? Ouais, Ed Gein, c'est ça. OK, bon. Fait que tu m'en donneras des nouvelles rendues à la 8e. Ouais. Je sais qu'il y aurait une femme qui est assez weirdo, disons-le comme qui ça. A réellement existé. Oui, c'est ce que j'ai comme vu ce matin, là. Oui. Mais j'en sais pas plus. Fait que je veux rien comme divulgacher, là. Non, mais il semblerait qu'elle est assez creepy, elle aussi. Non, si vous voulez aller faire des recherches, elle s'appelle Irma Geese. OK. Gesse. Ça a été une espèce de lieutenante qui était du côté nazi. Mon Dieu, allez lire tout ce qu'elle a fait. Okay. Cray. Cray, là. Non, mais c'est... Cray, c'est comme en bas, puis il y a elle en haut, là. On s'en reparle une fois qu'on aura fini l'épisode. OK, bon ben c'est bon. Merci de cet aparté. Ça me fait plaisir. Regarde. Fait que fille de papier devra aussi s'appeler fille de télé. Super. Non, mais je me dis, tant qu'à être dans le frisson, ce mois-ci, ça, c'est le frisson ultime, là. OK. De dégoût, par exemple, mais frisson quand même. OK, oui. J'enregistre tout ça. C'est bon. Donc, mon Dieu, où est-ce qu'on en était? On est en train de parler des superstitions. Ben oui, super léger, quoi. Super! Toi, t'avais terminé ta recommandation? Ben oui, rituel. Gardez ça en tête, les amis. De mon côté, j'ai vraiment envie de te parler de ma lecture en cours. Est-ce que je triche? Je suis très avancée. Pour vrai, ça peut pas mieux fitter. Moi, toute la saison 1, t'es là pis t'as pas le droit. Et là, puis elle me dit genre, bon, ben moi, je sens... Je triche un peu, là. Vas-y. Aucune rigidité avec moi, vas-y. Mais tu dois bien te douter de quoi je veux parler.
Ben, tu vas me le dire, puis je vais faire, ah, ben oui, mais là, vite de même, non, quoi? Ok, Strange Picture. Ah, ben oui, ben oui! Ah, je savais pas que c'était en lien. Anonyme, finalement. Ouais, mais là, excuse-moi, là, mais c'est en lien avec les superstitions? Non, je vais t'expliquer où est-ce que moi, j'y vois un lien, par contre. Non, mais j'ai pas été directement, mais moi, j'ai focusé, en fait, sur le miroir cassé qui amène 7 ans de malheur. Moi, c'était ma superstition que j'avais ciblée. Okay. Puis, c'est que je trouve, en fait, que au niveau de ces petits fragments-là de morceaux de miroir qui ont été éclatés, mais un coup que tu les mets ensemble, refait le puzzle qu'est le miroir. À l'inverse, ouais, c'est bon, mais j'aime ça, ok? En fait, c'est que le roman Strange Picture, qui est traduit chez les éditions du Seuil, oui. Me semble, hein? Oui. C'est un thriller japonais. Et c'est que cette structure-là du roman est vraiment, dans ma tête, comme un miroir fragmenté. Donc, on a 4 histoires, 4 fragments, et c'est à propos de dessins. Donc, chaque histoire est à propos d'un dessin différent, mais on comprend assez vite qu'il y a des liens entre les différentes histoires qui fait, bon, le roman en entier. Et ici, l'image, ça serait le miroir. Ah, j'aime ça. J'ai vraiment hâte de lire, pour vrai. On dirait que c'est vraiment comme dans mes cordes, la manière que tu me l'expliques. En plus, ça fait juste donner le goût, là, mais... Ben, je pensais à toi, en plus, t'avais lu... Hidden Picture de Jason, Hidden Pictures, quelque chose, hein? Roulac, ouais. Reculak, je pense. Reculak, ouais. Lui, oui. C'est ça. On le mettra quelque part, là. Exact. Puis, en fait, c'est que le pitch de vente avec ce livre-là, c'est que plus on regarde, plus ça devient étrange. Et honnêtement, j'ai jamais lu un livre comme ça, dans le sens que l'histoire, c'est carrément, voici un mystère, je te prends par la main et je te dis pourquoi telle chose a été faite de telle manière, quoi signifie quoi. C'est vraiment comme une longue ligne directrice. Il n'y a pas de superflu. C'est vraiment, voici une image qui est vraiment mystérieuse et on va la décortiquer ensemble. Ah, j'aime ça, moi, par exemple. C'est d'une simplicité désarmante, honnêtement. Je pense que c'est le genre de livre qui se lit super bien d'un trait et je regrette de ne pas l'avoir lu à notre 24 heures parce que ça aurait été parfait. J'enregistre. Là, tu fais juste me le monter bien haut là, dans ma pile des prochaines semaines. Ah, tellement. La prémisse de tout ça, parce que sans t'en dire trop, là, au final, c'est 4 petites histoires de 50 pages. OK. Ce qui entoure, en fait, tout ça, c'est l'idée que l'adulte va dessiner ce qu'il voit. Dans le sens qu'il est capable de reproduire une image ou une scène. Mais l'enfant, lui, c'est qu'il va plutôt dessiner l'idée qu'il a en tête. Okay. Donc, par exemple, si je te dis dessine une maison, ben tu vas dessiner une maison. Ça se peut que l'enfant dessine un oiseau dans son nid, par exemple. C'est ça, la maison pour lui. C'est l'idée de ce que ça représente. Ça fait peur. Ça fait peur. Oui. Et il y a une des histoires, mon ami. Je m'attendais pas à ce que ça me fasse autant peur. Et il était minuit hier. J'étais dans mon lit avec ma petite lampe de lecture parce que mon copain dormait à côté, je voulais pas le réveiller. Et j'étais en train de lire là, une poursuite dans les escaliers avec des ombres et des allaitements et des... Mon Dieu! J'ai tellement regretté! C'était trop! Après ça, je veux dire, ça serait quoi de plus normal que de devenir paranoïaque? Exact! C'est bon! Mais... j'étais allée voir sur Goodreads pendant que tu étais en train de parler, puis il est vraiment bien coté, là. Il est presque 4 sur genre presque une 50aine de 1000 reviews. On tient une pépite ici, là. Vraiment, puis je trouve que c'est horrifique un peu, mais dans la simplicité. Et j'ai rarement vu ça. Habituellement, j'ai l'impression que on va venir mettre un peu genre des couches de mystère sur des couches de mystère. Mais là, on n'est pas là du tout. Là. On est vraiment comme dans un roman à sa plus simple expression. On n'aurait pas pu couper plus de mots. Là. On est vraiment comme à sa plus simple expression au final. Fait que c'est pour ça que tu dis simple. C'est que les phrases sont courtes. C'est très très simple même dans la manière qu'on va nous relater ou nous dire ce qu'on doit regarder finalement. Il n'y a pas de détails inutiles. Là. Non, puis on n'est pas là pour lire une belle prose. Là. Il lui tient la main. Ils vont à l'épicerie. Point. On est vraiment dans la simplicité, mais c'est dans la ligne directrice. Puis je trouve que c'est aussi le genre de livre qu'on peut lire quand on n'a pas beaucoup de temps ou quand on a la tête pleine, parce qu'au final, du moment qu'on avance, c'est qu'à chaque 2 pages, l'auteur nous prend par la main puis nous fait une espèce de récapitulatif. Du genre, bon, on sait ça, ça, ça. Ça veut dire ça, ça, ça. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Puis là, on repart un peu dans une autre ligne jusqu'à temps qu'on arrive à un autre jalon où on trouve
une réponse à un mystère, puis là, on récapitule encore. Honnêtement, là, il y a quelque chose de vraiment satisfaisant dans cette lecture-là. Ça se lit là, fluidement. OK. Ah, mais j'ai hâte de voir, parce que de la manière que tu m'en parles, je trouve que c'est quasiment un style, on va dire, d'écriture, finalement, vraiment particulier, que de se dire, ben, rendu là, fait avec le peu d'informations que je te donne, mais c'est une information qui est tellement précise, ben, en fait, une information plutôt qui est tellement précise que c'est comme... Est-ce que tu l'interprètes ou tu l'interprètes pas? C'est quand même chouette comme dynamique. Ouh, je suis excitée! Puis ce que je trouve aussi qui fait la force du livre, c'est que malgré que ce soit court, c'est qu'on est vraiment en fait dans 4 trames quand même très très différentes. Il y a des dessins d'enfants, il y a des dessins d'adultes, il y a une histoire qui est vraiment comme des entrées sur un blog, tandis qu'il y en a un autre que c'est une psychologue. On va vraiment en fait aux 4 coins pour se rejoindre au centre à la fin. Mais il y a comme toujours un petit vent de fraîcheur et de nouveauté et de terreur. On le prend, en même temps. On le prend, là. C'est un grand oui. C'est un grand oui, pour moi. J'ai hâte de voir comment tu vas le trouver au final. Au final, là, oui. Mais à date, en tout cas, ce que j'ai lu hier, du moins, ça commençait à faire des liens entre les histoires. Et c'était encore plus intriguant que l'histoire en soi. Ça venait poser des questions supplémentaires. J'aime ça. C'est vraiment unique, dans le bon sens. Bon, ben, lisez-le la gang. On va le lire. En fait, je vais le lire. Puis on se redonnera des nouvelles. Pour un roman court aussi, j'ai l'impression que l'automne, ça va vite. Ben... On a envie de lire des livres un peu spooky, mais des fois, octobre arrive, c'est déjà terminé. Mais lui, j'ai l'impression que ça se glisse bien. OK. Moi, j'enregistre. Moi, je te dis, il y a des mots-clés, là, simples, efficaces, ligne directrice, cours d'histoire. J'ai hâte de voir comment tu vas le trouver. Ouais. OK. Moi, je mets dans ma pile, c'est sûr. C'est bon, je te laisse choisir prochain scénario. J'aurais le goût d'y aller avec Le cauchemar éveillé. Ça, là. Oui. Donc, c'est celui où est-ce que ce n'était qu'un rêve, mais le cauchemar te suit dans la réalité. Ouais. J'ai hâte de voir de quel côté, en fait, tu vas le prendre, au sens littéraire ou métaphorique. Je laisse le suspense. Je te laisse tu me laisses y aller? Oui, madame. OK. Moi, je l'ai pris un peu dans le sens métaphorique, là, du genre, tout va mal, puis quand tu penses que ça peut pas aller plus mal, ça va encore plus mal. Ça, là, ça nous tue. Donc, un personnage qui se lève à chaque matin puis qui se dit « C'est un cauchemar qui me suivit dans la réalité. Là. Je peux pas croire qu'il faut que je me lève puis que ma vie, c'est ça. » Moi, je l'ai pris dans ce sens-là. OK, intéressant. Et en fait, c'est mon coup de cœur de l'été. C'est aussi mon coup de cœur en littérature québécoise pour l'année, j'ai envie de dire. Et c'est La blague du siècle de Jean-Christophe Riel. J'aurais pu... Ouais, non, là, parce que tu dis, j'aurais pu comme me douter que tu allais parler de ça, mais là, je suis comme surprise, agréablement surprise que tu le mettes là. C'est bien. C'est pas nécessairement un livre spooky season. C'est pas non plus un livre terrifiant du genre avoir des frissons, mais c'est un livre terrifiant dans le sens je peux pas croire que quelqu'un peut vivre ça puis il y a juste pas d'outils pour s'en sortir au final. Tu sais, un peu dans la misère humaine, dans la misère du quotidien, où est-ce que quelqu'un c'est pas nécessairement enfoncé par lui-même, mais des fois les cartes de la vie se sont jouées puis c'est ça qui est ça là. Et je te dirais aussi que j'ai comme pas nécessairement une fixation sur l'auteur, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais j'ai une grande passion dernièrement pour Jean-Christophe Riel. Attends, c'est quoi qu'on disait l'autre jour? Est-ce que c'est une hyper-fixation? Je pense que oui! Non, mais là, maintenant que le mot existe, je vais l'utiliser. Je t'ai donné des munitions, là. Vraiment, j'adore. Mais dans le fond, c'est que cet auteur-là, oui, écrit des romans, écrit aussi de la poésie, écrit des romans jeunesse aussi, si je me trompe pas. Mais il publie aussi de petites nouvelles, vraiment de courtes histoires, une fois aux 2 semaines dans le journal Le Devoir. Et là, moi, je les lis à chaque 2 semaines et je suis bien heureuse. Mais là, moi, je suis juste curieuse. Là. Deuxième aparté ici, là. Oui. Mais comment tu fais pour savoir tout ça? Moi, ça me fascine. Google est mon ami, là. Incroyable. Moi, je cherche, là. Je fais des recherches et je m'enfonce. Incroyable. Fait que t'es tombée dessus comme par hasard en faisant des recherches. C'est ça, je comprends. Oui, ben là, c'est que je voulais en lire plus de lui. Mais là, j'ai vu que c'était beaucoup de poésie.
Ouais. Peut-être que j'aimerais ça, mais je Ouais. n'en ai jamais lu. Je sais même pas comment apprécier ma lecture de la Ouais, poésie. tu trouves la marche haute, je comprends. Ouais. Fait que là, t'as vu ça. Ah, mais c'est intéressant. Oui. Ça donne accès, je trouve, à une autre manière de percevoir comme l'œuvre d'un auteur, ce qui est quand même chouette dans une quotidienne, on va dire, parce Oui. que c'est aux semaines, tu disais. C'est aux 2 semaines. Aux 2 semaines, ok. Fait que, ouais, non, mais quand même, quotidienne. Oui. Puis, hebdomadaire. honnêtement, le ton de son écriture est la même que dans le livre La blague du siècle. Donc, avant de vous embarquer dans une grande aventure qui est le roman, allez lire quelques histoires qui sont disponibles en ligne. Si ça vous plaît, dans les 3 paragraphes que ça dure, ben, je pense vraiment que ça pourrait être une valeur sûre. Là. Hey, je trouve ça tellement intéressant, ça fait différent. Ok, mais là, je te laisse parler du livre, mais j'étais comme curieuse de savoir comment tu as eu accès à, on va dire, ce plus-là. Là. Incroyable, mon ami, incroyable! Donc, en fait, on se retrouve avec le personnage de Louis. Louis, il travaille au Tim Hortons, il rêve d'être humoriste et il est dans la début trentaine. Et en fait, c'est que il faut un peu qu'il accepte son sort et qu'il fasse le deuil de ses rêves parce que il vit avec son père qui est en fin de vie, donc il est en phase terminale d'un cancer, et son frère qui est schizophrène. Et puis, oui, c'est ça. Ça va bien dans la famille! Wow, c'est léger tout ça! Et oui. c'est qu'en fait, il a comme un peu une charge mentale triple, selon moi, parce qu'il vit avec 2 personnes qui ne sont pas autonomes. Il est aussi le seul revenu financier de la famille. Et il faut aussi, tant qu'à moi, qu'il accepte le fait que sa vie n'est plus à propos de lui-même. Donc, c'est ça que je veux dire par le cauchemar réveillé. Oui, effectivement, hein, c'est un cauchemar assez réel et assez soufflant, là, ok. Exact. Donc, je vous dirais que le livre, c'est un peu une cascade d'événements qu'il subit, du genre sa fratrie fait quelque chose, prend une décision qui a pas de bon sens du tout, mais parce qu'ils n'ont pas nécessairement... En fait, ils n'ont plus la capacité de prendre des décisions logiques. Donc, il essaie toujours de réparer les pots cassés, mais au final, les pots cassés sont toujours plus nombreux que ce qu'il est capable de réparer. Donc, à chaque jour, c'est comme une espèce d'enfoncement, j'ai envie de dire, dans une situation. Mais ce que j'aime beaucoup avec l'écriture de cet auteur-là, c'est que autant on est dans des dialogues super québécois, très punchés, en intervalle avec des descriptions comme super belles, super poétiques. T'sais, il écrit de la poésie, donc il y a toujours une espèce de belle tournure de phrases qui vient un peu genre être craquée avec un dialogue punché, puis on vient alterner. Puis je trouve que ça fait en sorte que les émotions vécues, on n'est pas toujours sur le même fond. On vient un peu alterner comment on se sent. Je trouve aussi que c'est un livre qui a un beau contraste dans le sens que on va avoir envie de rire, mais de pleurer en même temps. J'ai l'impression que la comédie puis la tragédie se côtoient vraiment de près, très très près. Puis je dirais aussi que pour le Québec, les référents sont excellents. Je veux dire, tu travailles au Tim Hortons. Ah oui, on a le référent. C'est vraiment bon. Puis même aussi pour les gens qui auraient travaillé au service à la clientèle pendant quelques années, les anecdotes... Comment ne pas rire? On a tous vécu ça, un peu. Un espèce de rire jaune aussi parfois, où est-ce que t'es là, ouf, le service à la clientèle, hein, oui. C'est tellement un don de soi. Oui, ah, je comprends. Oui, okay. Mais honnêtement, je n'en dirai pas plus au niveau des thématiques, là, mais je pense que juste ça vous donne une bonne idée de la saveur qui vous attend. Une bonne mise en bouche, assurément. Une bonne mise en bouche, oui. OK. De mon côté, juste aller voir qu'est-ce que je m'étais noté. Ouais. J'y suis allée, je te dirais, avec quelque chose d'un peu similaire, mais je suis allée dans une vision où est-ce que le cauchemar, j'avais l'impression qu'on le vivait comme lecteur. OK. Dans la mesure où, oui, le personnage qu'on suit dans l'histoire que je vais te présenter vit le cauchemar, mais je trouve que de la manière qu'on vient étouffer le lecteur fait en sorte qu'on cherche le réveil. On cherche à s'en sortir en même temps que le personnage chercherait aussi à s'en sortir. Et on est un peu dans une espèce de codépendance où est-ce qu'on a une espèce de relation de très grande confiance envers le personnage parce qu'il n'y en a qu'un seul et c'est lui qui nous parle du début à la fin de l'histoire. Il y a très très peu de dialogue. Mais en contrepartie, on a l'impression que le personnage, des fois, est comme en lui-même, on va dire, dans une espèce de moment de sa vie où est-ce que
on a l'impression de vouloir le shaker un peu puis dire là, je veux dire réveille parce que là, bon, ça devient lourd, tout ça. Bref, tout ça pour dire que j'en ai parlé un petit peu dans la saison 1, il me semble, parce que je le lisais au printemps dernier. Fait que c'était comme la fin d'une capsule qu'on avait faite à Mané, qui était Où tu seras reine de Christelle Duchamp. Que j'ai toujours pas lu, mais mon Dieu, j'ai hâte. C'est ça, qui est avec l'apparition de chez les éditions Verso. Je te dirais qu'à l'unanimité, c'est pas que je veux vous mettre de la pression, les amis, mais c'est un peu ça. J'ai prêté ce livre à comme 5 ou 6 de mes collègues et ce fut un 5 sur 5 pour l'ensemble de mes collègues finalement. C'est un livre rentable, 5-6 lectures. C'est ça. Fait que ça, moi, je perçois ça comme étant, on peut s'y lancer, les yeux fermés, puis on devrait comme apprécier quand même le moment. Si jamais, j'en fais un rapide résumé parce que bon, je sais qu'on en avait déjà un peu parlé là, dans un autre épisode, mais sans que je puisse, parce que je lisais à ce moment-là, fait que sans que je puisse comme vraiment en donner mon appréciation. Mais bon, on est en compagnie d'une jeune femme qui est du nom de Maude. Maude a décidé, avec les bons conseils de sa psychologue, de mettre un frein à la relation qu'elle entretient avec sa mère qui est très 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 fusionnelle. Ce qui fait en sorte que, tranquillement pas vite, Maude décide de se détacher en fait de sa mère en prenant, oui, des distances physiques, mais aussi émotionnelles. Arrive par contre, dès les premiers chapitres, si c'est pas dire le premier chapitre de l'histoire, un appel de sa maman qui dit à Maude « Je l'ai tué ». Et le reste de ce qu'elle vient dire est un peu brouillon. Maude s'inquiète parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir bien compris. Ce qui fait en sorte que Maude décide de mettre un peu de côté l'engagement qu'elle avait pris avec sa psychologue, de mettre, on va dire, une certaine distance et de retourner à la maison de sa mère pour voir qu'est-ce qu'elle constate. Et c'est là où est-ce que j'ai l'impression que comme lecteur, on peut dire qu'on embarque dans le cauchemar parce que Maude arrive dans sa cage, qui est en fait la maison de son enfance, et là, ça part. Donc, on a accès en fait aux pensées du personnage sans nécessairement avoir de dialogue. Fait qu'au final, on a l'impression que nous sommes en dialogue avec le personnage de Maude et de plus en plus, on avance dans la maison et de plus en plus, les pièces s'ouvrent évidemment à nous et de plus en plus, on a l'impression qu'on s'enfonce on va dire, de peine et de misère au très fond de la conscience de Maude. Et c'est de plus en plus difficile de venir à bout, en fait, de ce cauchemar-là, au bout de la réalité, où est-ce qu'on se dit, là, je comprends qu'on s'en va bien loin, mais c'est quand est-ce que je vais pouvoir les respirer un peu, parce que pour vrai, tout est là pour comme, bien évidemment, avoir un rythme soutenu, où est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans le détour. On y découvre en même temps que Maude des facettes de son enfance ou on va dire, de la personnalité de sa mère auquel, bien évidemment, on n'avait pas accès auparavant. Fait que tout ça, tranquillement, pas vite, on va dire, devient vraiment très évident. Et on devient tellement, là, emprisonné, là, qu'on attend que le moment, le déclencheur de l'histoire pour se dire, ben là, je m'émancipe, pardon, de tout ça. Et ça ne vient pas. Donc, c'est pas lourd comme lecture, non, vraiment pas. Bon, là, ouais. Mais c'est tellement haletant, c'est tellement prenant. La fin, elle est vraiment surprenante, évidemment, que selon moi, c'est la raison pour laquelle les gens aiment autant ce livre-là, c'est qu'on ne s'attend pas à se faire aussi bien emprisonner comme lecteur. Et plus on tourne les pages, plus on se dit, mais voyons, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, mais tu tournes la page après, puis là, t'es là, mais voyons, Maude, réveille, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Il y a vraiment une espèce de relation de confiance qui se met avec le lecteur qui est vraiment, vraiment intéressante, considérant qu'on n'a pas vraiment de point de vue, on va dire, externe à celui de Maude. Fait que c'est pour ça que je dis que le dialogue avec elle se fait parce qu'on est là à un moment donné comme... Ouais, c'est notre relation de confiance. Ouais, vraiment, genre, réveille, mais en même temps, ma pauvre, tout ce que tu es en train de vivre, puis tout ce qui se passe, t'es sûr que ça va bien? Puis là, ben, elle nous amène après ça sur autre chose qu'on est là, t'es-tu en train de me mentir? Il se passe quoi, là? Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Bref, c'est ça. Il y a une espèce de complexité dans le récit qui fait en sorte que même si c'est super accessible, on a comme des couches qu'on vient tranquillement, pas vite, se mettre tranquillement sur nos épaules, qu'on s'en rend pas compte. Puis là, ben, on se réveille à la fin de tout ça, puis on se dit comme, oh non, mais quand même, là, il s'est passé quelque chose. Fait que ça vaut vraiment la peine. Mais comment qu'on appelle ça en français déjà? C'est un narrateur qui est pas fidèle, un narrateur qui est pas trop stable. Hey, je sais pas comment le dire.
Parce que c'est clairement ça, là. C'est, oui, oui, vraiment. Unreliable narrator, là. Mais je sais pas, en français, ce serait quoi la traduction? Que tu te demandes toujours, je peux-tu y faire confiance? Es-tu fiable? Es-tu en train elle-même de me mener en bateau? Oui, parce que c'est exactement ça, là. Est-ce qu'on comprend-tu pas? Ouais. Oui, il y a vraiment... En fait, c'est que dans l'histoire, c'est qu'il y a 2 récits qui se passent sur à peu près une même ligne du temps. Donc, tu as le récit du lecteur qui vient comme justement à, on va dire, ramasser ses propres informations. Fait qu'on emmagasine tout ça, évidemment, pour se faire notre propre jugement. Et on a le même cauchemar, fait que le même récit vécu par le personnage. Puis là, mais il y a comme des espèces de petites passes à droite, à gauche là, qui se fait entre le lecteur et le personnage, justement. Puis c'est là où est-ce qu'on a comme certains bris de confiance qui peuvent se créer. Mais je sais pas, ça serait quoi le mot? Ça dit un narrateur peu fiable. Oh, juste ça. Ça fait du sens. Oui, je pense qu'on se compliquait trop la vie. Mais écoute, ça le dit, c'est exactement ça. Fait que si vous avez vraiment envie d'avoir un roman qui est super, on va dire, intense, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Fait que quand même, c'est pas le genre de livre qui peut s'arrêter en plein milieu d'un paragraphe parce que les paragraphes peuvent sembler assez longs vu que c'est pas entrecoupé là, de petits tirets. Mais demeure que c'est vraiment léger, fluide en termes, on va dire, d'écriture. Mais on est dans un cauchemar, soyez bien prêts. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des dialogues, mais peut-être juste différemment. Tu sais, c'est entre Maude et toi. Oh oui, vraiment. Le dialogue, c'est pas juste de longues descriptions. Non, pas du tout. Ça. Mais il faut être prêt dans la mesure où est-ce que faut être attentif, puis il faut laisser la parole, en fait, comme au personnage. Mais il faut aussi, je trouve, respecter la sienne. Ou est-ce que, à un moment donné, t'es là, ben voyons, là, pourquoi tu l'ouvres la porte, là? Tu le sais bien qu'il va se passer, je sais pas trop quoi, là, j'ose rien dire derrière la porte. Puis là, ben, elle va l'ouvrir, puis t'es là, ben voyons. Puis là, ben, tout à coup, elle va dire, ben voyons, pourquoi j'ai fait ça? Puis t'es là, ben oui, ben je sais, quel cauchemar! Je te l'aurais dit que tu m'avais écouté! Mais c'est ça que je te dis, il y a un dialogue entre les deux, mais il faut être prêt à se lancer dans ce type-là de narration. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ah, c'est bon, ça. Donc voilà, ça faisait le tour. Dernier scénario. Oui, veux-tu nous le présenter? Oui, en fait, je pense que celui-là, c'est le genre de scénario un peu sous-coté, qu'on ne voit peut-être pas beaucoup, mais que, si bien exécuté, ma foi, du bijou. Et je te dirais que c'est une de mes plus grandes peurs. Ah ouais, on m'a dit, mais j'ai hâte qu'on en parle! Non, mais dans le sens, vas-y, là, présente-nous-le, mais que ça m'arrive un jour, là. Je peux pas, là. Je peux pas y survivre, là. OK, donc, ben, je pense que j'ai comme envie de te laisser le présenter, sachant que comme tu me tiens un peu en haleine. Mais le nom du scénario, on peut le dire, c'est le scénario d'être un peu effacé. Invisible. T'es perdu dans un endroit, inconnu ou connu, mais tu essaies d'aborder quelqu'un, puis finalement, il ne t'entend pas et il ne te voit pas. Donc, t'es un peu dans un monde de façon invisible, carrément. Tu es effacé. Fait que, tu sais, l'espèce de sentiment d'urgence, là, quand tu le vis, il n'y a pas de secours. C'est un peu de même que je comprends, là. Aucun moyen, aucun contrôle. La panique. Total! Et pourquoi? On dirait que là, ça... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce scénario-là t'effraie à ce point? Parce que je ne vois pas l'issue. Ah ben oui. On dirait que quand tu vis quelque chose d'effrayant, mais que tu es là corporellement, puis tu peux communiquer et tout, je me dis, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une arme, une aide, une évasion. Tout est possible. Ouais, je comprends. Mais quand tu es effacé, puis que tu n'as pas recours à rien au final, mais tu paniques tout seul, puis tu peux même pas partager ta panique, t'es tout seul. Ça me fait, moi, l'effet, en tout cas, moi, je m'étais noté un peu l'effet d'un labyrinthe, où est-ce que comme la porte de sortie, tu le sais qu'il en existe une, mais elle est inaccessible et il n'y a aucun moyen de te repérer, là. Moi, je l'avais perçu, je trouve ça super intéressant, mais OK. Puis il n'y a pas nécessairement d'embûche devant toi, mais il faut que tu te rendes. Oui, c'est juste un gouffre. Oui, exactement. Ouais, je le vois pareil. OK, bon, ben, c'est intéressant. Tu voulais-tu nous le lancer ou tu voulais que je me lance sur ce qui pourrait y être? Non, je peux me lancer. Vas-y. En fait, le livre que je vais te présenter, la prémisse, c'est exactement le scénario que je viens de te présenter, et c'est Hanté Villeray de Gabriel Caron, publié à l'automne passé chez les éditions Stanké, et c'est exactement ça. On a le personnage de Maude qui se réveille un bon matin, elle est dans un endroit connu, mais elle essaie de parler aux gens qu'elle croise, elle essaie de communiquer, de les toucher, et ça ne fonctionne pas du tout. Donc, en fait, c'est que Maude, elle est morte, mais Maude, elle est encore là.
Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ce livre-là, c'est que malgré que la thématique est quand même lourde, c'est que on vient aborder quelque chose qui est inconnu, c'est-à-dire la vie après la mort. Et je trouve que c'est un roman qui est vraiment coloré, qui est vraiment créatif, parce qu'on vient un peu inventer les lois de cette après-vie-là, puis on la suit Maude dans cet apprentissage-là, puis ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que nous, on sait pas comment ça fonctionne, mais elle non plus. Ouais. Fait qu'elle fait ses essais-erreurs, puis on la suit là-dedans. Mais ce qui était super intéressant aussi, c'est que je trouve que Maude, ça pourrait être ma meilleure amie. Dans le sens qu'on la comprend dans une espèce de personnalité chaotique, des pensées débordantes, des émotions qui vont et qui viennent. J'ai l'impression que si je vivais ce qu'elle a vécu, j'aurais le même genre de panique, le même genre de moment un peu pour me retirer. Je trouve que c'est un beau, en fait, une belle représentation de ce que ça pourrait être. Il y a comme une espèce d'aspect assez triste, je trouve. Oui. Oui, dans la manière que tu le dis, là. Oui. C'est même ça, je trouve, qui serait comme la prémisse de la peur, de cette espèce de tristesse-là par rapport à ta relation avec ta vie, finalement, là. Ah! Vraiment. Puis je trouve que cette tristesse-là fait partie du roman, mais je trouve aussi qu'elle est vraiment bien balancée avec le fait que Maude, elle a vraiment du temps devant elle. Elle a du temps pour réfléchir, elle a du temps aussi pour se rappeler des souvenirs et elle a aussi du temps, en fait, pour revisiter ses mémoires. Et là, nous vient, en fait, des anecdotes ou juste des références québécoises qui sont complètement savoureuses parce que c'est de la nostalgie pure et dure. Elle a le temps là, de penser à MSN en 2002, là, puis elle nous raconte des trucs ou des vidéos qui étaient super populaires, puis que les noms, en tout cas nous, comme milléniaux, ça nous dit quelque chose réellement, puis on peut, en fait, comprendre complètement. Ouais, je comprends. Ouais. Il y a comme... je pense que c'est cette relation-là entre la tristesse et la nostalgie qui fait en sorte que quand tu me parles de ce genre de récit-là, je suis comme, tu sais, on peut pas s'empêcher de s'imaginer notre meilleure amie de comme... par ces petits moments-là, là. Ouais, exact. Je trouve, en fait, c'est un livre qui est super accessible, tu sais, qui est pas trop, justement, dans un axe dépressif ou dans un axe un peu je me rappelle tous mes regrets, là. Non, c'est plus, maintenant que j'ai accès à cette après-vie et que j'ai comme accès à une seconde chance, pratiquement, avec ce corps qui n'existe pas vraiment parce que je suis un fantôme, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes nouvelles limites? Qu'est-ce que je peux explorer? Donc, je trouve que c'est pratiquement de redonner un second souffle à la vie. Ouais, avec ce livre. de la vie. Une ode à la vie, ouais. Ok, intéressant. Je l'ai dans ma pile à lire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je me lance. Mais je pense que c'est le genre de livre, ça peut être vraiment intéressant pour l'automne avec le petit côté fantôme et tout, là, mais peut se lire à n'importe quel temps de l'année, celui-là. Ok, puis pas trop pire au niveau du deuil? Non. C'est encore difficile, là? Ouais, ok. Fait que non, ça, on s'en sort bien. Ben, techniquement, c'est des personnages secondaires qui font le deuil de Maude, mais on ne les voit pas activement faire le deuil de Maude. Mais elle, par rapport à sa vie, il n'y a pas nécessairement... On n'a pas l'impression, du moins, de venir fermer des chapitres. Non. Ok. Non, on est vraiment plus dans le nouveau souffle. Dans oui, il y a clairement eu une fin d'un chapitre, mais elle est plus dans l'exploration de ce nouveau livre qu'elle vient d'ouvrir. Ok, ouais. Un espèce de, quand même un petit passage lumineux, pas trop loin. Oui, vraiment, ouais. Ok, intéressant. J'aime bien. C'est une bonne suggestion. Oui. De mon côté, j'y suis allée, oui, dans un aspect d'effacer un peu, comme on disait, le labyrinthe et tout. Moi, je suis plus allée comme dans cette version-là. Et j'y suis allée aussi dans un espèce d'accès de rage de vivre où est-ce qu'on crierait à l'aide, on saurait que les murs ont des oreilles, mais que ça ne fait pas écho. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que tu le sais qu'il y a des gens autour de toi. Tu le sais. Mais il n'y en a pas un qui est foutu de vraiment te tendre la main. Ah, je comprends dans quel axe t'as été. Là. Oui, fait que j'y suis allée... fermer les yeux, là. Ouais, exactement. Donc, j'y suis allée avec une lecture que j'ai eu la chance de faire un peu avant de partir en voyage. Là. Fait que genre, dans mes escales d'avion et blablabla. Puis ça a été vraiment une super de belle lecture que c'était mon premier roman de cette autrice-là qui est Gilly Macmillan. OK.
Donc, moi, j'ai lu la traduction française avec les éditions de la Sonatine qui sont de Si bons voisins. Ah oui, c'est vrai. T'avais lu ça sur ta liseuse. Oui, madame. Et ce fut un super de bon moment. C'est le genre de livre, j'ai envie de dire, qui est très cosy, là, dans la mesure où est-ce qu'il n'y a rien nécessairement d'effrayant. Mais il y a quand même des petits soupçons dans la manière où est-ce qu'on pourrait ne pas se sentir en sécurité, ni écouter, ni même considérer que ce livre-là nous offre sur un plateau d'argent. Fait que c'est la raison pour laquelle je les avais jumelés ensemble. Mm-hmm. Pour en faire un rapide résumé, on y suit en fait un couple. Nicole, Tom, ils ont gagné, je le dis en canadien, OK? 10 millions de dollars canadiens. Et évidemment, leur vie change du tout. Que ce soit les objectifs ou les possibilités de carrière, que ce soit même l'entourage, que ce soit les possessions matérielles, que ce soit aussi juste au niveau de... Une fois que tes rêves, qui étaient, ma foi, inaccessibles dû au fait que tu n'avais pas les sous pour pouvoir les mettre, on va dire, en action, maintenant que ça c'est fait, tu fais quoi? Fait que, tu sais, ça met comme un peu tout ça de l'avant. Et un bon matin, Nicole revient chez elle après avoir fait quelques courses et Tom est retrouvé mort dans la piscine. Ça, c'est comme la prémisse de base. Et ce qu'on se rend compte, c'est que à l'arrivée de la police, les voisins de Nicole se sont déjà proposés en bons samaritains de venir l'aider, de venir occuper la maison, de venir la désennuyer, de prendre soin d'elle en attendant de savoir mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour que votre super mari parfait, Tom, soit retrouvé mort finalement dans la piscine. Et de là, on vient à rencontrer plusieurs personnages, que ce soit les enquêteurs, que ce soit la femme de ménage, que ce soit les super voisins, qui viennent à avoir, on va dire, chacun un espèce d'objectif qui est comme... C'est ça, qui est comme caché par la sympathie envers Nicole qui a finalement tout perdu, mais qui, au fil de l'histoire, on se rend compte que Nicole, finalement, un peu comme on l'a dit, elle n'existe pas. Tu sais, Nicole, en fait, représente un idéal dans la mesure où est-ce qu'elle a de l'argent. Et il y a plusieurs sangsues autour d'elle qui essaient de venir tirer un peu leur épingle de ce jeu-là macabre, auquel Nicole est juste en train de crier comme « Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé à ma moitié que j'aime du plus profond de mon cœur, puis comment que je fais, moi, pour comme y avoir, parce que clairement j'ai des sous et il n'y a pas personne pour m'aider, tu sais. Fait qu'on est comme dans cette espèce de ration-là, il y a des secrets évidemment, il y a des enquêtes, des quêtes plutôt secondaires, il y a des petites entourloupes entre les voisins, femmes de ménage et autres, tu sais, c'est vraiment le genre de livre super agréable à lire. C'est pas un roman à tout casser dans la mesure où est-ce que ce roman-là, pour de vrai, dans la structure du récit, ça ressemble à plusieurs autres structures qu'on pourrait avoir dans le roman policier ou que ce soit même avec les Pretty Little Liars et autres de ce monde où est-ce que justement là, des petits duos de complicité mesquine se font aller là, entre, on va dire, certains personnages. Fait que tu sais, on a un peu de tout ça. Mais je peux pas m'empêcher de comme y voir on va dire, un espèce de bon pont entre le côté du scénario qu'on avait trouvé puis le livre, en fait, que je vous présente. Mais l'écriture de l'autrice, rien à dire. Elle sait vraiment comment faire des chapitres qui sont super haletants. Le rythme est vraiment, vraiment chouette aussi. On n'est pas non plus dans des stéréotypes de personnages. Tu sais, Nicole pourrait rapidement devenir l'espèce de nunuche un peu nouée qui se fait avoir un peu par tout le monde, mais bien au contraire, on va comme ailleurs. La fin aussi est surprenante. On n'est pas dans un scénario aussi, on va dire, triste et coudonc, c'est ça qui se passe. Il y a comme une espèce de petite ouverture qui laisse présager autre chose. Donc, vraiment chouette. Oh, c'est bien, c'est un thriller domestique, hein, c'est ça? Oui, exactement. Je trouve que facilement, avec ce genre-là, on peut avoir les voisins qui ont tous une espèce de stéréotype ou un portrait typique, mais j'ai l'impression qu'on surpasse peut-être ça. Ces apparences-là. Je sais pas si on le surpasse, mais du moins, ce qu'on pourrait juger de similaire avec d'autres histoires a juste cette petite twist-là dans les personnages qui, malgré le fait que, on a les voisins un peu apathiques, on a les voisins un peu avares et autres, qu'on pourrait retrouver, on va dire, dans n'importe quel genre de roman policier, mais de la manière que là, on nous les démontre, la personne, on va dire, avare, a peut-être ce petit côté excentrique-là
supplémentaire. La personne qui va être un petit peu plus mesquine va quand même avoir une espèce de petit côté vulnérable qu'on n'aurait pas nécessairement vu ailleurs. Tu sais, juste ce qu'il faut de rafraîchissant. Tu sais, c'est pas un 5 étoiles, mais c'est comme un bon 4 étoiles que tu fermes le livre puis tu dis « Hey, non, mais ça le fait pour vrai, là. » Tu sais, c'est le genre de livre que tu pourrais lire un petit samedi matin ou un petit dimanche avec un petit croissant, un petit café, puis t'es là « Hey, ça commence bien ma journée. C'est ça, c'est efficace et agréable. Ouais. Ah, j'aime ça. Fait que pour vrai, ça vaut la peine en petite liseuse comme ça, là. Lecture d'été, lecture d'automne, lecture même de fin d'hiver, où est-ce que tu as envie d'avoir de quoi avant que les journées se rallongent, ça se fait bien. J'ai aimé toute notre sélection. À vous, hein? À te le dire, on dirait que j'étais en train de réfléchir puis je me disais, pas nécessairement qu'on a fait un retour aux sources, mais tu sais, toi, tu as vraiment été avec des thrillers puis des polars, comme ce que tu lisais toujours avant. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je dis que je veux recommencer à lire la littérature québécoise beaucoup plus régulièrement. J'en ai présenté plein aussi. Fière de nous! Honnêtement, pour on va dire un début de saison 2, madame... Bravo, bravo! On est fiers de nous, voilà! Mais non, mais je pense qu'on a juste tiré un peu à droite à gauche, mais dans des cibles qui étaient vraiment comme bien définies. Fait que je pense que comme on pourrait se donner un 10 sur 10. Mais oui, pis tu sais, on a ressorti un peu genre des vieilles affaires, là. On a parlé d'aucun livre récent ou très populaire, mais j'ai l'impression que c'est des trucs efficaces. Puis mais ça fait la différence. Oui. Tu sais, les Freda McFadden, là, aux oubliettes, le temps d'un épisode. On n'a plus rien à dire. Ça fait du bien, ça aussi. On accepte bien. Oui. Ah, moi, je suis contente. Fait qu'on y va là-dessus. Est-ce que tu voulais qu'on se fasse, là, je vois qu'on a quand même un peu de temps, un petit que lis-tu? Oui, veux-tu commencer? Oui, je peux, oui. Je suis comme, mais oui. Je peux y aller, c'est comme tu le sens. Ben non, je vais y aller, ça me fait plaisir parce que j'ai pas grand-chose à dire dans la mesure où est-ce que je viens de le commencer, mais c'est plus le nom de l'autrice que je veux m'assurer d'avoir. Je lis en ce moment La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, j'espère que je le dis bien, avec les éditions Lumens. Rien à dire de négatif pour le moment. Quand je l'avais mis en stories, il y a genre 10 personnes qui m'ont dit « Ah, tu vois, c'est vraiment bon, blablabla. » Et jusqu'à date, ces 10 personnes ont raison. C'est super cosy, c'est doux. On est dans un univers un peu magique où est-ce qu'on a une jeune trentenaire du nom de Mika qui décide d'aller aider en fait des jeunes filles, là, enfants là, d'âgés d'à peu près de 7 à 12 ans avec leur pouvoir magique. Et là où est-ce que j'en suis, c'est que Mika se rend dans un endroit un peu perdu, un peu protégé justement par des enchantements ou autres pour venir un peu en aide à ces 3 jeunes filles-là. Et je crois qu'elle va s'apprêter à vivre plusieurs péripéties dans un univers très envoûtant, très enchanteur même. Mais j'ai envie de dire que ça me fait penser, puis là je me trompe peut-être là, ok, la moi du futur pour revenir sur la situation, mais ça me fait penser à, tu sais, écouter un Gilmore Girls à ce moment-ci de l'année. Ben je trouve que lire ce roman-ci à ce moment-ci de l'année, le même feeling, confortable à souhait, juste ce qu'il faut de petits c'est la donc bien vibe impeccable. Oui, exactement. Fait que reste à voir si ça va se maintenir jusqu'à la fin. Mais à ce jour, je dois dire que c'est une superbe lecture. J'en ai à peu près 100 quelques pages de lu. Mais j'ai juste vu des avis positifs sur ce livre-là, même venant de personnes que je trouve habituellement vraiment exigeantes. OK. Au niveau de la critique littéraire. OK. Ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être que justement, ça fait partie des personnes qui m'ont écrit parce que j'étais comme, on va dire, agréablement surprise qu'elles aient autant aimé le livre. Mais pour vrai, je te dis, là, je dis 10, c'est peut-être 11, là, mais les personnes qui m'ont écrit, c'était toutes positives. Fait que j'ose croire que le mien aussi va l'être. Ah, j'ai hâte. Voilà. De mon côté, écoute, je vais tricher un petit peu encore. Je triche beaucoup dans cet épisode-là. Incroyable. Parce que je vous ai déjà parlé, en fait, de ma lecture en cours, qui était Strange Pictures. Mais j'ai envie de vous parler peut-être de ma lecture audio. Ah ben voilà! C'est pas de la triche, ça compte! Et en fait, j'ai commencé Anna Caritas. Ah oui. Chez les éditions Les Malins, que t'as lu? Oui. Ah, je savais pas. Oui. T'as aimé? Oui, j'ai aimé. Mais non, mais on n'en a jamais parlé de ça. Non, mais ça fait longtemps. Là. J'ai lu ça l'année avant la pandémie ou l'année de la pandémie, fait que ça fait un bon moment. Et je n'ai pas lu le dernier. Ah, c'est ça, t'as pas terminé. C'est ça. Mais j'ai lu, je pense que c'est quoi, il y en a 5? 4? 5? Ouais, je pourrais pas dire non, je pense qu'il y a plus que ça. Là. OK. Oh, OK. Bon, ben là, j'en ai plusieurs. Je pense que j'en ai lu 4 ou 5.
Ok. 4, j'en ai lu 4. Fait que vas-y, pars Parce que là-dessus. c'est Là, déjà mais... une série de 5 tomes, si je me trompe pas. Il y a un préquel, puis le dernier tome est en 2 parties. Là. Non, je n'ai pas lu le préquel, je n'ai pas lu les 2 tomes. Les 2 tomes de la fin. Non. Regarde, c'est pas important que je fasse une recherche, mais je pense que j'ai lu les 4. Ah, ok. Les 4 premiers qui sont sortis, quand même rapprochés. Là. Ah, c'est bon. Voilà. Parce que je fais un petit Vas-y, ben oui. à Vicky du compte Horcrux d'une lectrice parce que elle m'a pas mis de pression, là. Elle me l'a gentiment Vicky, pas de pression! passé. En fait, elle m'a gentiment passé toutes ses copies physiques. Et ça fait plus d'1 an que je les ai chez moi. Je sais, elle a vraiment hâte que je les lise, mais à chaque fois, c'est pas nécessairement le livre que je vais prendre parce que je suis convaincue que c'est excellent, mais moi et la littérature jeunesse, on ne fait pas toujours bon ami. Mais là, j'ai trouvé que les 2 premiers tomes sont sur Radio-Canada Audio. Ah, et ben oui. On dépasse l'expérience de livre audio. Là. Je trippe sur mon écoute, en fait, parce que c'est pas juste une voix narrée. Là. Genre, il y a vraiment tous les personnages, c'est des acteurs différents. Si, par exemple, ils sont en train de marcher dans la rue, oui, on les entend parler, mais on entend aussi les voitures qui passent, on les entend, les effets le sonores. crissement des roches sous leurs pas. J'ai vraiment l'impression d'écouter une bonne émission jeunesse québécoise du genre Le Chalet ou quelque chose comme ça, mais de pas avoir le visuel, mais de l'entendre. Oui. Et c'est tellement bon, ces livres audio-là, puis j'ai vraiment hâte de voir quand je vais faire, en fait, le switch. Ça va vraiment être triste, parce qu'à partir du 3e tome, en fait, j'aurai pas le choix de continuer papier. Il y a seulement les 2 premiers sur Radio-Can. OK. Ouais, mais je pense que sont peut-être en cours de production, parce que d'après ce que j'en comprends, c'est qu'ils en produisent 1 par année. Donc, peut-être, je croise les doigts. Mais c'est une série hyper populaire. Je veux dire, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des adolescents, pour de vrais adolescents qui veulent avoir la frousse, c'est vraiment, vraiment bien dosé. Adolescents qui, pour de vrai, secondaire 4, 5, début cégep, sans problème. On va dire les ados matures de secondaire 2, 3, sans problème aussi. Patrick Isabelle, je pense, hein, l'auteur? Ouais, c'est ça. Puis vraiment une belle plume. Là, c'est aussi comme échange entre adolescents. Je suis comme, mais oui, c'est ça qu'on se dirait avec ce ton-là. Puis... Vraiment. Puis tu sais, juste les bons points, je vais te laisser faire le résumé après, là, vu que c'est ton segment, là, mais je trouve qu'il y a les justes bons points sur qu'est-ce qu'un ado viendrait faire en situation, on va dire, de crise, entre guillemets, qui donne juste ce qu'il faut de crédibilité, mais sans tomber dans quelque chose qui est trop enfantin. Oui. Qui souvent, malheureusement, la littérature jeunesse peut aller soit vers cette gauche-là ou cette droite-là. Là. Je trouve qu'on est comme dans un bon juste milieu avec cette série-là. Vraiment. Mais bref, c'était mon petit point que je voulais te dire. Mais tu sais, honnêtement, je peux pas en dire beaucoup parce que là, j'ai commencé le tome 1 au final. Mais d'après ce que j'en comprends, c'est que Anna Caritas, c'est un pensionnat dans une petite ville. Et en fait, c'est qu'on a quelques jeunes qui se ramassent dans une maison parce qu'il y a un party. Et bon, il y a quelqu'un qui sort une planche de Ouija. C'est pas tout le monde qui a envie de participer, mais finalement, bon, ils se font prendre au jeu. Après ça, c'est la débandade, où est-ce qu'il y a clairement des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Des gens qui sont un peu hantés, des endroits qu'ils deviennent aussi. Puis on a le personnage de Marianne Roberts, qui est un peu la emo girl du village. On l'aime. Et puis elle, on la regarde de loin, on a un peu peur d'elle, j'ai envie de dire. Mais là, ils se rendent compte qu'elle a peut-être la solution à leurs problèmes. Regarde, je te laisse en découvrir. Mais, dernière partie, ok, après ça, non, promis. Mais ce que j'espère que tu vas comme aimer, ou du moins que ce qui va te plaire, c'est que ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que entre le tome 1, le tome 2, le tome 3, l'évolution des personnages, là. C'est ça, je me demande, est-ce qu'il se passe plusieurs années ou... Je te laisse, je te laisse découvrir, mais les événements que tu décris, bien évidemment, on va les retrouver à différents moments de l'histoire, là, sans rien divulgacher évidemment, mais ça va laisser des traces. Puis je trouve que c'est ce qui est la force de cette série-là, c'est que les personnages viennent à accumuler, là. Tu sais, Marianne, ces éléments-là, le personnage principal que je me souviens plus de son nom, William, qui vient aussi avec son lot de trucs à vivre. On a des personnages, mettons, du tome 1 versus là où est-ce que je me suis arrêtée, qui sont vraiment, vraiment comme différents. C'est vraiment cool, je trouve, pour ça, là. C'est cool. Une belle suggestion. J'espère que tu vas aimer. Mais oui, mais c'est surtout aussi que c'est tellement une longue série que je me dis, si ça peut faire en sorte que l'audio puisse convaincre quelques personnes, parce qu'après ça, un coup que t'es
embarqué un coup que tu sais qui est qui. Après ça, c'est plus facile, j'ai l'impression, de venir poursuivre avec la version physique. Ouais. Puis pour les adeptes en fait de télé québécoise, je vous dirais que la voix de William, qui est le personnage principal, c'est Noah Parker. Noah Parker qui est dans la série 6 degrés, qui est réalisée et écrite par Simon Boulris. Bon, ben, hein, tout est dans tout, ça donne envie, ça aussi. Oui, je l'écoutais et j'étais comme, ah, je le reconnais, lui. C'est bon. Puis, dis-moi, sais-tu le préquel? Ça doit être avec la famille de William, ça se peut-tu? Tu sais pas? J'ai pas lu le synopsis bon. parce que justement, je voulais pas me faire divulgacher parce que je pense que le préquel, c'est le genre d'affaire un peu compliqué, là. Il faut le lire entre le 3 et le 4. Bon. Fait que 1, 2, 3, 0. Ça me perd, ça. 15, ça me perd. 5.2. Ça, là, Sarah J. Maas ou quoi, là? Ben oui, c'est exactement ça, là. Oh, ok, bon, ben, c'est bon. Mais là, tu me donnes envie. En vrai, je pense que je vais aller voir sur audio juste pour le plaisir d'entendre la version avec les bruits de pas puis les petites planches qui bougent. C'est des épisodes de 15 minutes, 6 épisodes de 15 minutes, puis le tome est fini, là. J'ai pris une marche, j'ai lu 150 pages, supposément. Hey, ça, j'ai juste pris une petite marche, c'est fou, ça. Hey, regarde, quand on est capable de jumeler santé et lecture, c'est un bon mix. Par contre, je vous conseille pas la petite marche en forêt, en soirée, pendant que j'écoutais ça. Un peu moins. Moi, j'ai peut-être pas pensé à mes affaires, mais l'expérience audio, vraiment, là, je le dirais pas assez, incroyable. Honnêtement, tu pouvais pas être plus dans le thème. Bravo. C'est vrai. Ouais. Là, moi, je vis ma spooky season à fond, là. Honnêtement, elle est nouvelle, cette personne ou quoi. Vraiment, bravo. Mais non, c'est bien que moi, il est thématique. On est meilleurs amis. Ça fait bien. Hey, fait que sur ce, ben merci évidemment de nous avoir écoutés. Si vous êtes rendus jusqu'au bout, c'est super apprécié. On vous espère, ou du moins on vous souhaite une belle sélection pour les frissons cet automne. Oui. Pour ce qui est de nous écouter, évidemment, ça peut se faire sur Balado Apple, sur Spotify ou encore sur YouTube. On vous invite évidemment à nous laisser soit un commentaire ou encore de nous laisser un petit 5 étoiles pour nous, mais c'est vraiment en fait ce qui nous fait chaud au cœur, oui, mais c'est ce qui fait la différence au niveau de notre visibilité, donc c'est super apprécié. Et du côté de YouTube, premièrement, je vous invite à liker la vidéo. J'ai remarqué en fait que sur l'épisode précédent, il y avait beaucoup plus de j'aime qu'à l'habitude, puis je crois que ça nous a aidé avec l'algorithme. Ça prend 2 secondes, donc ça serait vraiment très 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 apprécié. On le prend. Oui, vraiment. Et du côté des commentaires, écoute, je vous ferai pas ça compliqué. Est-ce que vous êtes du genre à profiter justement de la saison automnale avec des lectures en conséquence, ou si vous lisez vos genres habituels? On va y aller en simplicité pour aujourd'hui. T'es fine, hey! Pourquoi pas? C'est bon! Sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être du côté de nos réseaux respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!